l'État russe et son armée lancent une opération militaire qu'il faut bien appeler une tentative d'invasion ou de conquête de la totalité de l'Ukraine. Et là, on est en février 22. Hein, vous avez des forces militaires russes qui rentrent en Ukraine à l'aplomb de Kiev au nord, qui essayent de rejoindre Odessa au sud, et puis évidemment qui progressent considérablement à partir de la frontière russo-ukrainienne, donc d'est en ouest. Il se trouve que cette offensive a été, a été très rapidement stoppée, à la grande surprise de la plupart des commentateurs, qu'ils soient militaires ou civils, et que à l'automne 2022, on va dire, l'armée russe a été repoussée dans une grande bande du territoire ukrainien situé à l'est et qui correspond à 17 à 20% du territoire ukrainien, encore une fois, une espèce de grande bande de terre qui longe la frontière orientale de l'Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Donc bon, 20% du territoire, évidemment, on peut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne, qui sur le papier est bien moins grande que l'armée russe, a donc réussi quelque chose qui peut s'apparenter à un exploit, au sens où c'était totalement inattendu. Mais en même temps, le front est non pas gelé, parce qu'il y a des combats meurtriers tous les jours depuis 2 ans, mais il est figé. Et c'est pour ça que certains commentateurs ont comparé avec 1916, quand la ligne de front de la Première Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne semblait, disons, là aussi figée, mais pour autant, il y avait des combats extrêmement durs. Voilà. Alors, bon, les chiffres sont, on pourrait dire, tout sauf officiels, mais on estime que pour une population de 40 millions d'habitants, les Ukrainiens auraient perdu plusieurs dizaines de milliers de morts au combat. Est-ce que c'est 50? Le chiffre officiel avancé par le gouvernement ukrainien, c'est 31 000, mais ça laisse sceptique beaucoup de spécialistes de l'art militaire et des affaires stratégiques. Le chiffre, la fourchette qui est avancée, c'est entre 50 000 et 80 000 morts, et puis peut-être une centaine de mille de personnes retirées du combat, c'est-à-dire blessées. Voilà. Côté russe, 140 millions d'habitants, un peu plus. Le nombre de morts est beaucoup plus élevé, serait 2 fois plus élevé que le nombre de morts ukrainiens, tout ça étant au conditionnel. Mes collègues qui sont spécialistes d'art militaire considèrent que l'armée ukrainienne et le gouvernement ukrainien fait tout son possible pour économiser, comme on dit, la ressource, que ce soit la ressource en hommes, pour qu'il y ait le moins de morts possible, même si je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup, mais pour économiser également la ressource en matériel et en armement. Tandis que, nous disent-ils, le gouvernement russe, lui, ne cherche pas du tout à économiser quoi que ce soit, et a donc une politique très proactive pour envoyer au front des gens qui n'ont pas forcément choisi, ceux qui sont dans les prisons. Le gouvernement russe vide ses prisons. Et il y avait beaucoup de gens en prison en Russie. Et par ailleurs, il verse des soldes très très élevés et attire ainsi, nous dit-on, des personnes qui sont des citoyens de la Fédération de Russie, mais qui viennent plutôt des républiques périphériques, et nous dit-on, pas particulièrement du peuple ou de l'ethnie, comme on dit là-bas, russe. Voilà. Et par ailleurs, pour éviter qu'il y ait un mouvement de contestation de la part des familles, puisque aujourd'hui on considère que en une année, il y a eu autant de morts dans l'armée russe qu'en 10 ans dans l'armée soviétique, dans l'armée rouge, lors de la guerre en Afghanistan, qui, comme vous le savez, c'était un petit peu terminé, c'est Gorbatchev qui avait mis fin, mais c'était un peu terminé par des mouvements assez visibles et assez forts de mères, de soldats tués. Pour tout soldat tué en Russie, le gouvernement donne un dédommagement, on va dire, considéré comme très important. Donc aujourd'hui,
on peut considérer que le bilan est extrêmement coûteux. Il l'est d'autant plus en Ukraine que l'armée russe a pour tactique de bombarder de manière très systématique les villes et les infrastructures critiques. Donc réseau d'électricité, réseau d'adduction d'eau, réseau téléphonique, Internet, infrastructures de transport, que les Ukrainiens reconstruisent quasiment au jour le jour avec l'aide des financements des pays qui les soutiennent, les pays européens, on va en parler, mais grosso modo tous les pays de l'OCDE. Voilà, donc on a une situation comme ça où on peut avoir l'impression que ça peut durer longtemps, parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait donner l'avantage. C'est la raison pour laquelle les Ukrainiens demandent beaucoup à leurs alliés européens et des pays occidentaux de manière générale de leur donner davantage de matériel d'armement. Hein. Les Européens, pour le dire rapidement, ont puisé dans leur stock pendant les 2 premières années. Les Américains aussi. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Japonais. Les Japonais donnent, les Australiens donnent, les Néo-Zélandais, les Coréens, je vous dis à peu près tous les pays de l'OCDE. Et aujourd'hui, le gouvernement et l'armée ukrainiens constatent qu'ils ne sont pas suffisamment approvisionnés pour riposter comme ils le souhaiteraient. Donc, aux dernières nouvelles, les Ukrainiens s'adaptent et sont en train de fabriquer une espèce de limesse, de zone de défense très très renforcée pour éviter, car c'est cela qu'ils craignent, une contre-offensive de l'armée russe qui arriverait au printemps. Voilà. Donc on en est là, hein, avec un front figé, un pays agressé qui refuse d'envisager de négocier, un pays agresseur qui de toute façon ne met aucune proposition de cessez-le-feu ou de négociation sur la table. Et tout ça pour vous dire que, comme on est dans un contexte où vous l'avez suivi, les États-Unis d'Amérique n'arrivent plus à soutenir autant qu'ils l'ont fait les Ukrainiens parce qu'il y a des dissensions entre la Chambre des représentants, le Parlement américain et le gouvernement américain, eh bien, on considère que c'est vraiment sur les épaules des Européens que repose, on va dire, la capacité que pourraient avoir les Ukrainiens dans un avenir proche à disposer des moyens ou des capacités qui leur permettraient de changer le cours de la guerre. Voilà, voilà la situation. Donc, encore une fois, un front figé, des combats quotidiens très meurtriers, une armée russe qui s'en prend de manière systématique et quotidienne aux civils, et une armée ukrainienne qui essaye d'être économe et agile, et qui attend, ou qui aurait besoin, que les Européens et les Occidentaux changent de braquet dans l'aide qu'ils leur apportent. Voilà. Pardon, vous avez besoin du micro. Non, mais je vous en prie. Merci beaucoup pour ce point sur la situation. Il semble donc logique de se poser la question maintenant des transformations que cette guerre induise en Europe. Et donc, on voulait savoir en quoi cette guerre change-t-elle vraiment les Européens et comment elle impacte la construction européenne. Merci. Merci de votre question. Alors, effectivement, il me semble que vous avez, comment dire, vous suggérez quelque chose de très important en distinguant les conséquences sur les Européens d'une part, donc on va dire sur la société européenne, sur les habitants, les citoyens, et d'autre part sur la construction européenne, c'est-à-dire sur la manière dont les dirigeants politiques ou les cadres, mais bien entendu en fonction aussi des résultats des élections, mettent en œuvre un certain nombre de politiques publiques. Comment est-ce qu'ils réagissent et comment est-ce qu'ils font évoluer les institutions dans face à cette guerre. Alors, s'agissant des Européens, rappelons-nous
à nouveau que dans les premiers mois de cette guerre, une expression qui est beaucoup revenue, non seulement dans les commentaires, dans la presse, mais également dans certains énoncés de responsables politiques, c'est « la guerre est de retour en Europe ». Alors, c'est intéressant parce que, à proprement parler, les Européens, entendus ici comme les pays membres de l'Union européenne et les pays qui leur sont d'une manière ou d'une autre associés, je pense aux pays de l'espace économique européen, comme la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, je pense à la Suisse, qui est associée de la même façon, même si elle n'est pas formellement dans l'espace économique européen. Aucun des pays, aucun donc des 30 pays de l'Union européenne, de l'espace européen, et même des pays qui sont candidats à l'élargissement, et qui sont très très liés à l'Union européenne, aucun de ces pays ne fait la guerre. Voilà, hein, même s'il y a un débat, disons, même si la question a été, on va dire, semble avoir été posée, on en reparlera éventuellement, par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a évoqué le fait qu'il y avait des discussions sur le fait qu'il pourrait peut-être y avoir, si c'était nécessaire, un envoi de troupes au sol. Le fait est qu'il n'y a pas de troupes au sol. Alors bon, il y a certainement quelques forces spéciales qui, par définition, si elles sont quelque part, le sont de manière secrète ou clandestine, mais il n'y a pas du tout l'équivalent de ce qu'il y avait jusqu'il y a un an au Mali, par exemple. Voilà, hein. On n'envoie pas, aucun pays membre de l'Union européenne n'envoie de contingent. C'est même pas la question des conscrits, de la conscription et de l'armée de métier. C'est juste qu'il n'y a pas un contingent. Hein, aucun pays de l'Union européenne n'a envoyé son armée de métier, même de manière homéopathique, en Ukraine. Donc les pays d'Europe ne font pas la guerre, ne livrent pas la guerre. Donc, ça, et pourtant, on a cette expression, la guerre est de retour, et il y a même certains dirigeants qui ont dit qu'il faudrait rentrer en économie de guerre, ou qu'on était déjà en économie de guerre. Ben, ce n'est pas le cas non plus. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une économie de guerre? Une économie de guerre, c'est lorsque le politique décide de manière éventuellement coercitive, mais enfin en tout cas extrêmement déterminée à orienter l'appareil productif et industriel vers la production de matériel militaire. Donc là, aujourd'hui, où vous avez des chaînes de Fiat 500 ou de Mercedes classe E ou de Renault Clio, et les chaînes en question sortent des obus, hein, voilà, ou des blindés légers. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça en Europe. Donc, on n'envoie pas de troupes. Enfin, donc, mais pourtant, les Européens peuvent avoir le sentiment d'être en guerre. Les Européens se sentent très concernés. Alors moi, il me semble que, surtout quand on regarde les enquêtes Eurobaromètre, il me semble qu'on peut dire une chose, c'est qu'en fait, cet énoncé, cette formule, ça témoigne en fait du sentiment que de nouveau les Européens ont peur, en fait, parce que ça paraît à nouveau possible que les Européens soient agressés, ou en tout cas soient amenés à être dans une situation où ils feraient la guerre. C'est ça, en fait, me semble-t-il, le changement. Et donc, par rapport à ça, les Européens, me semble-t-il, se demandent dans quelle mesure ils sont... qu'est-ce qu'ils ont construit avec cette Union européenne, hein. L'Union européenne, elle existe, on va dire, on peut prendre le traité de Rome, 1957, on peut prendre même le traité de Paris avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 1950. Bon, on a maintenant une construction, une entité politique et territoriale qui a quand même maintenant 3 générations. Hein, 1950, déclaration Schuman qui jette les bases de ce qui va être la CECA un an plus tard.
2025, ça fait 75 ans, ça fait 3 générations. Hein. En démographie, Pierre Verluise le sait bien, et Gérard-François Dumont aussi. On considère voilà, qu'une génération, c'est entre 20 et 25 ans. Hein, voilà. Bon. 75 ans, bientôt 75 ans, ça veut dire ça va être, si j'ose dire, c'est une longévité plus grande que la Ve République, une longévité plus grande que la Seconde République italienne, une longévité qui tutoie maintenant celle de la Troisième République française. C'est une longévité plus importante que l'indépendance des 3 États baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Donc, il y a un moment, me semble-t-il, où on va peut-être arrêter de se demander tous les matins, je ne parle pas de vous, mais de certains journalistes, de se demander tous les matins si l'Union européenne n'est pas au bord du divorce, de l'implosion, de la fragmentation. Hein. Bon, enfin, certains d'entre vous se rappellent peut-être que lorsqu'il y a eu le Brexit, dans les 3-4 mois qu'on suivit, le commentaire le plus à la mode, on va dire, c'était « va-t-il y avoir un effet domino ?» Après le Brexit, ne va-t-il pas y avoir un Frexit, un Exit, un Margarxit, un Deutschxit, enfin, etc., etc. Un Polxit, bon, et puis finalement, il n'y a rien eu de tout ça. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. Mais bon, voilà, donc l'Union européenne, évidemment, comme beaucoup de, on va dire, de communautés humaines, politiques et sociales, elle a ses limites, elle connaît des crises, elle a ses hauts et ses bas, mais oui, elle pourrait s'arrêter demain, hein, c'est sûr. La France est un pays, la France, d'une certaine manière, avec les paramètres dont on dispose, historiques et actuels et géographiques, ne risque pas de disparaître. Il peut y avoir un changement de régime. La République peut disparaître, il peut y avoir une nouvelle République. Bon. Alors l'Union européenne, comme dit Paul Magnette, oui, c'est quand même un régime politique. Donc c'est vrai, ça peut s'arrêter demain. Mais n'empêche que finalement, bon, ça tient vraiment dans la durée, quoi. Donc c'est vrai que ça peut s'arrêter, mais c'est très improbable dans l'état actuel des données dont on dispose. Voilà. Donc je raconte ça pourquoi? D'abord parce que c'est pas mal de s'en rappeler, simplement d'en prendre conscience, parce que hein, les journaux français se font, pas tous, hein, mais beaucoup de journaux français, je ne citerai pas de nom, mais je pense très précisément aux journaux qui sont un peu là-dedans et à ceux qui ne le sont pas, ont quand même un peu tendance voilà, à dire « Ah ben là, le couple franco-allemand, c'est fini, ils ne s'entendent pas du tout, ils vont divorcer, donc l'Europe va tomber en panne. » Ben non. Dans la durée, c'est le privilège du regard d'historien, dans la durée, non, l'Union européenne ne tombe pas en panne. Donc, disons, ce chemin de traverse pour signaler que qu'est-ce que ça change pour les Européens, cette guerre, une fois qu'on a dit que ça faisait un peu peur, ça change que les Européens réalisent qu'ils ont, si j'ose dire, sous la main une espèce de boîte à outils, certes un peu baroque, un peu singulière, un peu étrange, mais qu'ils ont construit depuis 3 générations. Hein, c'est pas quelque chose qui a été, qui leur a été, si j'ose dire, apporté depuis la planète Mars. Non, c'est vraiment la construction européenne, comme l'expression l'indique, est construite par les Européens, y compris dans le débat, dans la dispute, parce que c'est une construction politique. Et il se trouve que les États membres de l'Union européenne sont, jusqu'à preuve du contraire, ou en tout cas jusqu'à encore aujourd'hui, des démocraties parlementaires. Donc il y a du débat, c'est bien normal. Ce sont des sociétés pluralistes, donc il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui pensent que la construction européenne, c'est très bien, mais qu'on pourrait la faire autrement. Et tout cela participe justement du fait que cette construction européenne, finalement, s'ancre. Et donc, à un moment donné, les gens se disent, bon, ben d'accord, donc on a fait ça. Il y a quand même un petit côté, n'y aurait-il pas un petit côté Alexandre Dumas, un pour tous et tous pour un, tant qu'à faire. Est-ce que ce n'est pas du côté de cette construction européenne qu'on ne pourrait pas trouver de quoi se rassurer par rapport à cette peur qu'on a? Alors moi, je vous propose, bon, c'est une proposition, hein, parce que
Il me semble qu'on peut indiquer ça par une formule qui est que, dans ce que je propose d'appeler cette crise des 15 ans qui a caractérisé la vie politique et même sociale des Européens de 2005 à 2020, hein, crise des subprimes, crise de la zone euro, crise de l'aide à la Grèce, crise géopolitique avec l'arrivée de Trump au pouvoir, des attentats islamistes, du combat à distance contre l'État islamique, on l'a un peu oublié, mais enfin ça nous a quand même beaucoup occupé en Europe. Puis Brexit, avec dès 2005 une crise de légitimité démocratique, ça dure 15 ans, et bon, beaucoup d'entre vous ne lisaient pas forcément les journaux dans les années 2000, mais les gens étaient assez pessimistes sur à quoi sert l'Europe, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir, est-ce qu'elle va parvenir à trouver des solutions, vous voyez. Depuis 2020, de 2005 à 2015, beaucoup de gens avaient l'impression que l'Europe faisait partie du problème, voire était le problème, l'Europe au sens de l'Union européenne. Et depuis 2020, il y a plutôt cette impression que, dans les opinions publiques, majoritairement, l'Union européenne fait partie de la solution, voire est la solution. C'est un peu ce que les gens ont commencé à ressentir au moment de la réponse au Brexit. Et c'est ce qu'ils ont beaucoup ressenti, je crois, au moment de la réponse à ce choc externe qu'était le Covid. Et à peine les Européens étaient-ils en train de sortir des conséquences du Covid qu'ils ont été confrontés à ce deuxième choc externe qui est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, je le rappelle, on le sait tous, mais l'Union européenne et la Russie, c'est près de 2300 km de frontières, 2257, je crois, de mémoire, de frontières communes. Donc Et avec l'Ukraine, c'est près de 1300 km de frontières. Donc, ça veut dire que vraiment l'Union européenne est complètement concernée par ce conflit. Sans même parler du fait qu'elle puisse se sentir concernée du point de vue des valeurs, puisque l'Ukraine est un pays associé à l'Union européenne par un traité d'association depuis 2017, et qui, les Ukrainiens demandent depuis au moins le début des années 2010, voire depuis la révolution orange de 2004, à ce que l'Union européenne leur donne une perspective d'adhésion. Donc là, c'est forcément une réponse où on regarde davantage les politiques publiques, le fonctionnement des institutions, du régime politique, ou éventuellement comment est-ce qu'on imaginerait qu'il faudrait faire évoluer ce régime et ces institutions et ce système. Alors, les débats des 15 derniers jours en témoignent. Je crois que l'impact numéro 1, c'est que les Européens, donc les États européens, les sociétés européennes, dans le cadre de la construction européenne, se posent la question de leur défense. Voilà. Et là, quand on regarde, alors c'est la 3e ou la 4e fois que j'évoque les sondages Eurobaromètre, donc je fais une toute petite parenthèse. Donc les enquêtes Eurobaromètre, ce sont, on va dire, des sondages réalisés sur des panels de très grande taille, 25 000 enquêtés, comme on dit en sociologie ou en sciences politiques, parfois 30 000, avec des échantillons qui se veulent représentatifs, et ça dans tous les pays membres de l'Union européenne, plus selon les questions, la Suisse, la Norvège, l'Islande. Et c'est des entretiens, c'est vraiment des entretiens, hein, c'est pas juste remplir un questionnaire sur Internet. Donc, dans la communauté des européanistes, on a tendance à considérer que les eurobaromètres, qui sont des enquêtes faites tous les 6 mois, avec parfois des questions qui sont les mêmes depuis le début des années 1970, on a un peu tendance à considérer que c'est un très bon matériau. Voilà. Alors évidemment,
comme on est en sciences sociales, on a un regard critique, parce que sinon on ne serait pas, comment dire, on ne ferait pas honneur à notre métier. Donc j'ai des collègues qui ont pu publier des articles critiques, voire très critiques sur les eurobaromètres. Pourquoi? Pour une raison qui s'entend tout à fait et qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que le donneur d'ordre de ces enquêtes, c'est la Commission européenne. Donc, il pourrait peut-être y avoir un côté... alors, même si ceux qui fabriquent ces protocoles sont les grandes entreprises que vous connaissez, bon, en l'occurrence c'est Kantar, hein, bon, voilà. Ça aurait pu être Ipsos, mais c'est le même genre. Bon voilà, hein, il y en a qui disent, bah oui, bon, bah, en gros, les questions sont posées par quelqu'un, par un acteur qui a un peu intérêt, enfin disons, qui a un intérêt à ce que les réponses soient dans un sens plutôt que dans un autre. Bon. Donc, les enquêtes Eurobaromètre, il faut les prendre pour ce qu'elles sont, comme un matériau très intéressant, mais en même temps avec prudence, et puis recouper avec d'autres enquêtes là où elles existent. Mais c'est vrai qu'il n'y a que eux qui font des enquêtes à cette échelle-là, avec cette régularité-là, de cette ampleur-là, tous les 6 mois, depuis maintenant près de 50 ans. Alors, il y a une chose qui est tout à fait intéressante, c'est qu'on voit que depuis le début des années 2010, il y a vraiment quelque chose qui est constant, qui est qu'il y a une nette majorité des enquêtés, donc qui représentent, on va dire, l'opinion publique européenne, pour la mise en œuvre d'une politique européenne de défense. Voilà. Et vous ne serez pas surpris que cette majorité de net soit devenue très nette depuis 2 ans. Voilà. Alors, tout de suite, j'apporte une réserve, c'est que ce questionnement n'est pas assorti, si j'ose dire, d'interrogations sur concrètement qu'est-ce que ça devrait être. Alors, évidemment, c'est toujours plus facile d'obtenir un assentiment ou un soutien pour un grand principe général, hein, quand on ne rentre pas dans le détail de sa mise en œuvre concrète. Voilà, hein, les eurobaromètres ne posent pas de questions sur différents scénarios de politique européenne de défense sur lesquels il y a, mais j'ai envie de dire, mais précisément, hein, c'est là où il doit y avoir débat. C'est là où il y a la vie politique, les partis politiques, les élections parlementaires, nationales, européennes. Mais par contre, je le dis d'autant plus qu'on ne peut que constater qu'en dépit de cette demande citoyenne, ou demande sociale, comme on dit, pour une défense européenne, les classes politiques, parce que c'est le cas dans tous les pays, ne se pressent surtout pas de répondre à cette demande, ou même d'ouvrir un débat politique ou public pour voir comment on pourrait faire pour y répondre. Bon, alors, il y a à mon avis des raisons qui l'expliquent, on pourra revenir là-dessus, mais n'empêche que là maintenant, on le sent bien, hein, cette demande devient un peu pressante ou urgente, à telle enseigne que la Commission européenne, que ce soit Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur et à l'industrie, ou même la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, sont en train, depuis 1 an maintenant, d'évoquer la nécessité qu'il y aurait pour l'Union européenne, et pour la Commission en particulier, de mettre sur pied quelque chose qui ressemblerait à une politique de défense, et qui prendrait la forme d'une politique européenne de l'industrie de défense. Voilà. Alors, c'est vraiment sur le métier, c'est au travail. Et donc, vous évoquiez, lors du tout début de cette séquence des élections européennes, il me semble que c'est une occasion, si j'ose dire, en or, pour que les partis politiques, les associations, quel que soit leur registre, et les citoyens se saisissent de cette question pour en débattre. Ça serait quoi une politique européenne de défense? Ça serait quoi une politique européenne d'industrie de la défense? Pourquoi faire? Comment? Bon, et là, il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui nous diraient « Ouh là là, c'est un débat très technique, il faut s'y connaître. Hein. » Comme disait, alors je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était sous la Troisième République,
bon, enfin, on va dire que c'est un proverbe, hein. En tout cas, nous, les historiens, on peut vraiment le dire, ou les spécialistes de la guerre en sciences politiques peuvent vraiment le dire. On ne va pas laisser au seul militaire le monopole du discours sur la guerre. Voilà. Bon, c'est des points de vue, évidemment. Les chercheurs ont leur point de vue. Les professionnels de la guerre ont leur point de vue, et c'est très important qu'ils travaillent ensemble, mais voilà, la richesse des sciences sociales, c'est de pouvoir étudier des choses, même si on n'en est pas un acteur ou un professionnel. Voilà. Bon. Donc, s'agissant du débat sur la politique européenne de défense, là, pour le coup, c'est encore plus légitime que ça rentre dans l'arène publique et que les citoyens s'en emparent, puisque c'est une question démocratique de la plus grande importance. Alors, je terminerai ma réponse sur cet impact, me semble-t-il, très important, en ajoutant que c'est un impact d'autant plus grand, le fait qu'on s'occupe, si j'ose dire, de politique européenne de défense et de politique européenne d'industrie de défense, qu'il y a un paradoxe. Hein. Le paradoxe, c'est que la construction européenne se caractérise, alors ça aussi, ça paraît une évidence, mais il y a des évidences ça va mieux en le disant, hein, comme on dit. La construction européenne se caractérise par le fait que les pays qui en sont membres et en sont acteurs ne se font pas la guerre entre eux. Vous voyez ? Alors, Jean-Louis Bourlange, qui est non seulement le député qu'on connaît, président de la Commission des affaires étrangères, qui a été pendant fort longtemps, pendant 15 ans, un eurodéputé, mais il a aussi été professeur associé, bon, alors, à Sciences Po, bon, mais peu importe, il aurait pu être professeur associé à Paris 1. Ce que je veux dire, c'est qu'il a aussi eu un versant de sa vie, enfin, plutôt un versant de sa personnalité, parce qu'il a tout fait en même temps, où il était universitaire. Voilà. Et, alors, Jean-Louis Bourlange a une immense qualité, c'est que c'est un orateur hors pair. Donc, on le voit à l'Assemblée et en amphi. Enfin, il ne fait plus de cours maintenant, mais voilà. Il a un immense défaut, c'est qu'il n'écrit pas. Donc, on aimerait, enfin, moi je fais partie de ceux, j'ai un peu travaillé avec lui quand il était prof associé à Sciences Po. On aimerait qu'il tire de certains de ses cours des bouquins, mais non. Alors, de temps en temps, il fait un article dans Commentaire ou un article dans Le Figaro, mais ça s'arrête là. Bon, alors tout ça pour vous dire qu'il y a une formule de Jean-Louis Bourlange que je trouve très, très stimulante. Il dit, bon, bah, est-ce que les Européens sont en paix parce qu'ils ont fait l'Union européenne, ou est-ce qu'ils ont fait l'Union européenne parce qu'ils sont en paix entre eux? Voilà. Et je trouve que cette question malicieuse dit très bien les choses. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un fait indubitable. Ce fait indubitable, c'est que depuis, encore une fois, j'ai pris 1950 avec la déclaration Schuman, ou 51 avec la CECA comme point de départ, depuis que la construction européenne a commencé, il n'y a jamais eu de conflit armé, de quelque degré que ce soit, entre des pays membres de la construction européenne. À telle enseigne qu'il me semble qu'on peut avancer l'hypothèse, c'est un peu une hypothèse, ça fait un peu Madame Soleil, mais c'est quand même une hypothèse, disons, académique, qui est que lorsqu'une société demande à rentrer dans l'UE, et comme vous le savez, ça continue. Je veux dire, le succès de l'UE ne se dément pas. Tous les ans ou tous les 5 ans, vous avez des pays qui lèvent la main et qui disent « on veut rentrer dans l'UE ». Voilà, ça, vous le savez, hein, de 1973 à 2013, en 50 ans, l'UE est passée de 6 à 28 membres. Enfin, ça n'existe nulle part ailleurs dans l'histoire universelle. Donc, un pays qui veut rentrer dans l'UE, il sait que faire la guerre à ses voisins, c'est plus une option. Les Européens, depuis 1950, comment est-ce qu'on pourrait dire, ont remisé la guerre avec leurs voisins
au rang d'un vieil accessoire historique qu'on met dans le grenier. La guerre, je vous le rappelle, c'est une politique publique pas comme une autre, mais c'est une politique publique comme une autre au sens où, pendant des décennies ou même des siècles, les gouvernements des pays européens, même avant l'ère démocratique, ont considéré que pour arriver à leur fin, il y avait un certain nombre, dans la boîte à outils des politiques publiques, un certain nombre de politiques publiques, dont la guerre ou la violence. Et là, on vient de se rendre compte que, parce qu'on ne s'en était pas bien rendu compte malgré l'annexion de la Crimée en 2014, que pour les gouvernements russes, par exemple, faire la guerre, c'est une politique publique qui est à disposition. Bon, elle est certes beaucoup plus coûteuse que les autres, elle a un certain nombre d'inconvénients, mais c'est une politique publique dont on n'a aucune raison de se priver ou de considérer qu'elle serait complètement ringarde ou complètement nulle du point de vue des valeurs. Enfin, vous voyez, bon, alors que, en fait, je crois qu'on peut dire, même si ça peut vous paraître un peu surprenant d'en parler comme ça, que les Européens, depuis 1945, en fait, ils considèrent que faire la guerre, c'est devenu un truc complètement ringard. On ne règle plus les problèmes comme ça, quand on a des problèmes à régler. On ne s'enrichit plus, voilà, parce que, encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la guerre, mais il y en a qui le sont. Vous savez que le grand politiste et sociologue canadien Charles Taylor a écrit un énorme livre sur l'histoire des Européens de la fin du Xe siècle au début du XXe siècle, qui commence par « En Europe, l'État a fait la guerre et la guerre a fait l'État ». Et là, les Européens, depuis 3 générations, 75 ans, ont rompu avec ça. Voilà. Donc vous voyez, ça a été comment dire, souligné par le prix Nobel de la paix en 2012. Si vous lisez, parce qu'il y a plein de gens, quand le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Europe, il y a plein de gens qui ont cru, et qui donc se sont moqués, que l'Académie Nobel a attribué le prix Nobel de la paix à l'Union européenne au motif que l'Union européenne aurait répandu la paix dans le monde, comme on avait attribué mais pas du tout. C'est sur le site internet. Le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Union européenne parce que les Européens ne se font plus la guerre entre eux. Voilà. Alors, le paradoxe, et donc le changement très important, c'est celui-ci, c'est que les Européens qui se sont construits, on pourrait presque dire, en termes de culture politique, presque en termes de culture anthropologique depuis 75 ans, dans l'idée qu'on ne fait plus la guerre avec ses voisins, ils ne sont pas devenus pacifistes, il ne faut pas confondre. En tant que de besoin, les Européens sont prêts à se défendre. Dans tous les pays européens, même dans les pays neutres, il y a des armées, il y a des budgets de la défense. Certains pays font des opérations extérieures, comme la France ou comme le Royaume-Uni. Donc les Européens ne sont pas devenus pacifistes, ils ne sont pas devenus angéliques. Mais ils ont considéré qu'ils avaient mieux à faire que de se faire la guerre entre eux. Et maintenant, fort de ces 75 ans de cette culture politique-là, ils sont en train de se demander comment il faut qu'ensemble, ils se préparent éventuellement à faire la guerre contre un État extérieur à eux. Voilà. Donc il me semble que ce changement-là, s'il fallait en donner qu'un, c'est le changement vraiment très prégnant. Voilà. Oui, alors effectivement, c'est dans le cadre comme ça un peu général et peut-être un peu plus intemporel que j'indiquais, c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre d'enquêtes, non seulement les Eurobaromètres spécifiquement, qui maintenant posent des questions sur ce conflit, mais aussi des enquêtes, on va dire, des organismes plus connus, que ce soit l'IFOP, Ipsos, des think tanks, parfois des journaux, voilà. Donc on a, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est des sondages ou c'est des enquêtes, mais maintenant depuis mars 2022, on a quand même, on pourrait le dire comme ça, 2 ans de données sur l'état de l'opinion européenne vis-à-vis de la guerre d'Ukraine. Et ce qui est, me semble-t-il, prégnant, pour répondre à votre question, c'est que depuis le début, il y a un soutien de l'opinion publique européenne à la politique européenne de soutien à l'Ukraine.
Ça, c'est ce qu'on voit à l'échelle de l'UE, à l'échelle des 27. Mais quand on rentre dans le détail, eh bien, on se rend compte que ce soutien de l'opinion publique européenne à la politique européenne de soutien à l'Ukraine est majoritaire partout. Alors, dans certains pays, c'est une majorité qu'on pourrait appeler écrasante, comme au Portugal, comme aux Pays-Bas, comme en Estonie. Dans certains pays, c'est une majorité nette. Dans d'autres pays, c'est une majorité, on va dire, c'est une majorité absolue, mais qui est mesurée. 55%, 57%. Voilà. Et alors, il y a des commentateurs, là, depuis le mois de janvier 2024, qui signalent à juste titre qu'il y a un effritement. Qu'effectivement, dans certains pays, et même dans l'Union européenne en général, les pourcentages d'approbation ou de soutien sont moins nets ou moins élevés qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans. Alors effectivement, on peut mettre l'accent là-dessus, mais moi j'aurais tendance, alors évidemment, moi je ne suis pas journaliste, je suis académique, j'aurais tendance plutôt à considérer que ce qui est le plus remarquable, c'est pas un jugement de valeur, au sens ce qui se remarque le plus, c'est pas l'effritement de quelques points par rapport à il y a 1 an ou par rapport à il y a 2 ans, c'est le fait que encore aujourd'hui, en dépit de cet effritement, le soutien à ce soutien soit toujours majoritaire ou très majoritaire dans les opinions publiques des 27. Alors, deuxième manière de rentrer dans le détail en répondant à votre question, c'est que bien souvent, cette question est déclinée. On dit voilà, alors ok, le soutien, la manière dont l'Union européenne, dont les dirigeants politiques européens, dont les dirigeants tout court, quoi, soutiennent l'Ukraine, comme vous le savez, on peut les regrouper en 4 rubriques. Il y a l'aide humanitaire. Alors, l'humanitaire, c'est essentiellement l'accueil sur le territoire de l'Union européenne des Ukrainiens, surtout des Ukrainiennes et de leurs enfants qui fuient le conflit. C'est le soutien financier et budgétaire. C'est le soutien militaire. Donc, le soutien militaire, c'est pas on fait la guerre aux côtés des Ukrainiens, c'est on leur envoie du matériel. Et c'est les sanctions à l'encontre du pays agresseur, la Russie. Voilà. Et là aussi, dans l'ensemble, sur ces 4 items, il y a une approbation qui est nette ou très nette, ou tout à fait avérée, même si elle est plus mesurée, dans quelques pays. Mais dans le détail, c'est le soutien de type humanitaire qui vraiment recueille le plus grand soutien dans l'Union européenne en général et dans tous les pays. Voilà. Donc là, j'ai un certain nombre de mes collègues ou des ONG qui ont souligné qu'il y avait qu'on ne pouvait que constater une différence dans l'attitude de l'opinion publique s'agissant des réfugiés ukrainiens comparé aux réfugiés venus du Proche-Orient et du Moyen-Orient, en particulier en 2015. Bon, voilà. Le soutien financier fait l'objet, on va dire, le soutien financier est moins unanime, mais il est quand même fort, mais il y a des variations plus importantes, on va dire, selon les pays. Par exemple, en République tchèque, bon, une majorité de l'opinion publique tchèque qui soutient le soutien financier européen à l'Ukraine, mais ils sont moindres qu'en Estonie, par exemple. Voilà. Alors, c'est sur le soutien militaire qu'il y a peut-être le plus de nuances.
Et il apparaît que les pays où l'opinion publique soutient le plus, c'est le Portugal, l'Irlande, la Suède, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et les Pays-Bas. Alors, je me suis interrogé sur est-ce qu'il y a un point commun? Parce que, alors évidemment, s'agissant, bon, on voit bien Pologne, Finlande, Suède et les 3 États baltes. Ah ben, on dit, on voit bien, hein, c'est les pays qui sont en première ligne. Mais alors, les Pays-Bas, le Portugal, l'Irlande. Alors, bon, là, on peut vraiment en discuter ensemble pour essayer d'y réfléchir ensemble. Moi, il m'a semblé que le point commun qu'il y avait entre tous ces pays, dont certains sont en première ligne et d'autres ne le sont pas, c'est que tous ces pays ont en commun d'avoir été, à un moment donné dans leur histoire, en but à l'impérialisme d'un pays voisin. Voilà. Alors, le Portugal, ça remonte à il y a très longtemps, certes. Mais le Portugal, dont les frontières sont probablement, dont la stabilité des frontières sont probablement les plus anciennes en Europe, puisque ça remonte au XIIIe siècle, il y a quand même eu un épisode au XVe siècle où le Portugal a été absorbé par l'Empire espagnol. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, c'est une hypothèse que je fais. Bon, les Pays-Bas, comme vous le savez, avant de devenir les Pays-Bas, on fait partie de l'Empire espagnol et il a fallu une guerre de 80 ans pour que les Pays-Bas deviennent les Pays-Bas. Alors certes, c'était il y a longtemps, hein, c'était au XVIIe siècle. Bon, les États baltes, la Suède, la Pologne, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est des pays qui encore, dans une histoire très récente, ont été conquis par la Russie ou par l'Union soviétique. Voilà. Bon, c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai essayé de trouver une raison commune dans laquelle on peut avoir... Bon, et l'Irlande, bien sûr, l'Irlande est devenue indépendante très récemment, hein, il y a 100 ans. Après 10 siècles, 8 siècles de colonisation par l'Angleterre. Hein, donc c'est pas rien. Voilà. Donc en tous les cas, s'il y a, me semble-t-il, un élément à retenir, ou un fait à retenir, c'est que le soutien des Européens, de l'opinion publique européenne, à la politique européenne de soutien à l'Ukraine ne se dément pas. Alors vous allez me dire, finalement, c'est assez cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la demande citoyenne pour une politique européenne de défense. Voilà. Et vous m'avez posé aussi une question sur les déclarations de Macron. Exactement, oui. Oui. Bon, alors ça, on va peut-être garder ça pour la discussion, mais disons, bon, là, je vais vous proposer un commentaire et certains d'entre vous sont peut-être plus doués que moi. Mais ce qui est intéressant, pour autant que j'ai pu le comprendre, c'est qu'il y a eu un débat qui a duré, disons, depuis 2-3 semaines. Il y a eu un débat qui a duré 2-3 semaines, on va dire, à huis clos entre les dirigeants européens pour voir comment on répond à cette demande ukrainienne dont je parlais tout à l'heure, à savoir une demande que les Européens aident plus. Dans l'état actuel du débat, de la campagne électorale, à la fois dans chaque pays, à l'échelle des 27, pour l'instant, la réponse est non. Alors, l'hypothèse que je vous propose, mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, donc elle est là pour en discuter, c'est que pour l'instant, ce n'est pas un objet de débat, parce que dans l'ensemble, il y a, ben oui, voilà, comme il y a un soutien net ou très fort, en tout cas majoritaire absolument partout, même là où il est plus faible, dans l'opinion publique européenne, sur la politique de soutien à l'Ukraine, du coup, ça ne fait pas débat. Voilà. Bon, mais précisément, encore une fois, ça serait d'autant plus opportun qu'il y ait un débat sur, alors concrètement, on fait comment? Voilà. Concrètement, on fait comment? Parce que créer
mettre sur pied une politique européenne d'industrie de défense. Pierre Verluise en parlerait très bien, Pierre Haroche ou Samuel Faure en parleraient mieux que moi, puisqu'ils sont tous les deux spécialistes très spécifiquement de cette question. Ça peut se faire de différentes façons. Ça va avoir des conséquences, parce que ça coûte cher. Donc, si on décide de le faire, ça veut dire qu'il y a des choses, il faut faire des choix. C'est des choix industriels, c'est des choix budgétaires. Ça veut dire aussi que, pour dire les choses de manière un peu provocatrice, puisqu'on va passer à la séquence d'échange, ça veut dire aussi qu'il faut que les dirigeants français parviennent à convaincre leurs 26 collègues que l'Europe de l'industrie de défense, ce n'est pas tout le monde se met à acheter des Rafales. Parce que c'est ça, hein, le problème de la France, c'est que c'est le pays, quel que soit le gouvernement ou la majorité parlementaire, qui dit le plus depuis 20 ans, il faut faire une Europe de l'industrie de défense, et tout le monde entend, ah oui, le président de la République, quel qu'il soit, fait la tournée des capitales européennes pour vendre des Rafales. Voilà. Bon, alors on peut trouver que c'est sévère, que c'est... Mais bon, c'est pas... Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, voilà. Donc, ça vaudrait vraiment le coup qu'on en débatte entre nous. Mais pour l'instant, les deux sujets qui sont les plus structurants, c'est d'une part le pacte vert, stop ou encore, et la politique migratoire, l'Europe est-elle une forteresse ou une passoire? Voilà. Pour l'instant, c'est ça les deux sujets qui sont les plus dans les débats électoraux, mais il reste 3 mois et demi, donc ça peut vraiment évoluer.